Je suis très heureux de vous accueillir donc ce soir. Quand je dis vous accueillir, c'est l'ensemble évidemment, de cette manière virtuelle pour cette visioconférence réalisée grâce à la belle initiative de nos administrateurs, Bien, Cécile Rénal que et je Thierry présentais tout à l'heure. Lefebvre. Donc sur le thème Marly, théâtre de la valorisation de Louis XVI, sujet qui se rapporte complètement à notre actualité. Cécile et Thierry sont tous deux docteurs en pharmacie et entre autres activités, administrateur et vice-président de la Société d'histoire de la pharmacie, dont ils animent aussi la revue. Pour le Vieux Marly, ils nous ont gratifié d'articles sur l'histoire des pharmacies de la ville dans la revue 2018 et sur le pharmacien Duré, c'était en 2015. Et j'oublie pas l'ouvrage qu'ils ont publié sur le collège, sur l'histoire du collège, la première histoire du collège, on va dire. Sans empiéter sur leur développement qu'ils vont nous faire, je rappellerai simplement que la variole était un fléau qui a sévi dans la France entière tout au long du XVIIIe, et grâce à l'évolution de la médecine et des mentalités, comme l'écrivait d'ailleurs justement Pierre Nicler, le monde médical est passé de la saignée à l'inoculation, de la médecine de Molière à la médecine des Lumières. Je fais référence à son ouvrage Histoire de Marie. La famille royale s'était prêtée donc aux nouvelles avancées de leur temps, ce dont nos conférenciers vont vous exposer à présent. Et je les remercie franchement en votre nom de leur implication et de leur disponibilité et de la réalisation de cette conférence. Merci à vous. Je vous laisse la parole. Comme vous a annoncé Xavier, en juin 1774, un acte médical d'envergure nationale fut réalisé à Marly-le-Roi. Le jeune Louis XVI y reçut en effet l'inoculation de la variole. Plusieurs membres du Vieux Marly ont déjà évoqué cet épisode fameux. Pierre Nicler, comme l'a rappelé Xavier, le docteur Maurice Hanotte et encore tout récemment Xavier, l'oiseleur des Longchamps, pour la chronique de Marly. Nous allons quant à nous tenter de présenter cet événement médical et d'en rappeler un petit peu l'aspect historique. Alors, nous verrons d'abord pourquoi cet acte médical s'est déroulé à Marly. Voilà, pourquoi à Marly. Quel en fut le mode opératoire? Nous terminerons donc comment l'inoculation fut-elle pratiquée, et nous terminerons rapidement en évoquant les répercussions nationales qui en résultèrent. Mais d'abord, avant tout, qu'était la variole au XVIIIe siècle? De nos jours, il faut rappeler que la variole est une maladie oubliée, car l'OMS l'a déclarée éradiquée en 1980. Je dis bien éradiquée. Certains d'entre nous ont peut-être encore en mémoire le visage grêlé de certains adultes qu'ils ont croisés étant enfants. Mais je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. La variole, qui était aussi appelée petite vérole, par opposition à la grande vérole, qui était, elle, la syphilis, était une maladie infectieuse d'origine virale. Elle se transmettait exclusivement entre les humains et se communiquait par voie respiratoire rapprochée, les postillons, etc. Ou alors par contact direct avec des lésions cutanées. Elle pouvait se propager de façon épidémique, mais aussi être limitée à quelques foyers endémiques. Après une incubation d'une douzaine de jours, des pustules apparaissaient sur le visage et les membres supérieurs. Vous avez deux images de ce que pouvait donner la variole. Il y avait également une fièvre brutale et très élevée. La maladie était à ce stade très contagieuse. Chez les enfants, la mortalité était de 1 sur 5. Chez les adultes,
elle était plus importante, elle était de 1 sur 3. Ce sont des chiffres approximatifs, bien sûr, on verra pourquoi tout à l'heure. Les survivants étaient le plus souvent marqués à vie par des cicatrices, celles du visage étant à la fois les plus visibles et les plus caractéristiques. Concernant les traitements, plusieurs furent tentés à toutes époques, mais aucun ne s'est avéré efficace. Le seul moyen de limiter la contagion était de se prémunir par une technique qui s'appelait la variolisation ou alors l'inoculation de la variole. Nous évoquerons plus loin l'histoire de cette variolisation. Il est difficile d'indiquer avec précision quel fut au XVIIIe siècle le nombre de personnes touchées, car la déclaration obligatoire de la maladie n'existait évidemment pas et l'épidémiologie n'avait pas encore été instaurée. Toutefois, nous savons avec précision qu'un certain nombre de têtes couronnées en furent atteintes, avec des conséquences plus ou moins graves, et bien souvent, là aussi liées à l'âge, comme je l'ai rappelé tout à l'heure avec le taux de mortalité. Voici quelques exemples. Louis XIII, à gauche, sur l'écran, la contracta à l'âge de 10 ans et demi, en 1612, mais chez lui, elle fut bénigne. Louis XIV eut la même mésaventure en 1647, à l'âge de 9 ans. Il se rétablit en 18 jours, mais il conserva quelques cicatrices sur le visage. Son fils, le grand dauphin Louis de France, la contracta quant à lui à l'âge de 50 ans, en 1711, et donc il en mourut. Louis XV la contracta à Fontainebleau lorsqu'il était âgé de 18 ans. Aussi exceptionnel que cela puisse paraître, il la contracta une seconde fois une cinquantaine d'années plus tard. Est-ce que le premier diagnostic était erroné ou alors est-ce que la maladie était trop ancienne pour que ses défenses immunitaires acquises aient été efficaces? Toujours est-il que l'histoire de la variolisation à Marly-le-Roi a pour point de départ cette contamination de Louis XV. Voilà, Louis XV en 1774, portrait qui a été peint peu avant sa mort. Le 27 avril 1774, de retour de chasse dans les parages de Trianon, Louis XV, alors âgé de 64 ans, est saisi de maux de tête et de frissons. Ses deux médecins l'examinent et lui enjoignent de rester alité à Versailles. Le 29 avril, des rougeurs apparaissent sur le visage et les médecins posent le diagnostic de variole. Quelques cas avaient été signalés à proximité de Trianon. Des hypothèses circulent sur la manière dont le roi l'aurait contracté. Il est question de la rencontre au cours de la chasse du convoi d'une personne morte de variole ou alors d'une nuit passée avec une jeune fille peu symptomatique. Mais il n'y avait alors aucune épidémie à Versailles, sinon le roi et sa famille auraient été mis à l'abri de tout risque. Donc fin avril 1774, le roi garde la chambre à Versailles. Et le 30 avril, le premier bulletin de santé est publié, je cite, « Sa Majesté a passé une nuit orageuse, la petite vérole s'est déclarée la veille à 11h30 du soir, l'éruption se fait avec progrès. » Ses filles, les princesses Adélaïde et Victoire, ainsi que son petit-fils, Louis-Auguste de France et l'épouse de celui-ci, Marie-Antoinette, restent à Versailles, mais à distance du malade. Malheureusement, la maladie prit le dessus et Louis XV décéda le 10 mai 1774. Son état était tel et le risque de contagion était si important que ses funérailles furent précipitées. Le corps du roi, contrairement à la coutume, ne fut pas embaumé. Il fut enseveli dans un cercueil, dans un double cercueil de chêne scellé au plomb.
Son petit-fils, Louis-Auguste de France, qui n'avait pas encore fêté ses 20 ans, lui succéda donc sous le nom de Louis XVI. Conformément à la tradition qui veut que le roi ne séjourne pas où est la mort, et aussi par mesure de sécurité, la famille royale dut quitter Versailles et s'installer dès le 10 mai 1774 dans la demeure royale de Choisy. Mais ils y étaient à peine depuis quelques jours que le 18 mai, les tantes Victoire et Adélaïde furent saisies de fièvre. Louis XVI et Marie-Antoinette n'attendirent pas le diagnostic pour s'éloigner d'elle. Ils se réfugièrent au château de la Muette, à proximité du bois de Boulogne. Puis, sans doute pour être plus près des affaires de l'État, le roi s'installa à Marly le 17 juin 1774. Donc, le 17 juin 1774, nous avons une bande de jeunes à Marly. Le roi, qui a 19 ans, ses deux jeunes frères, c'est-à-dire Monsieur futur Louis XVIII, âgé de 17 ans, Monseigneur le comte d'Artois, futur Charles X, âgé de 16 ans. Il y a aussi Marie-Antoinette, 19 ans, Marie-Thérèse, l'épouse du comte d'Artois, 18 ans. Ils se retrouvent donc confinés dans le château de Marly. Mais pour éviter un isolement trop prolongé, leurs médecins proposèrent de procéder à la variolisation, encore une fois le seul moyen efficace connu pour se protéger de cette terrible maladie. Je vous rappelle ici rapidement l'histoire de cette pratique médicale. Inoculer la variole pour s'en protéger était une technique qui consistait à prélever le pus d'une pustule sur des sujets infectés et sélectionnés, puis à introduire ce pus en général au moyen d'une petite coupure dans l'organisme de la personne à protéger. L'origine de cette pratique se perd dans la nuit des temps. Elle était évidemment purement empirique et la théorie pasteurienne n'avait pas encore vu le jour à cette époque. Cette pratique médicale fut importée d'Orient au XVIIIe siècle par Lady Wortley Montagu, qui était l'épouse de l'ambassadeur d'Angleterre à Constantinople. De retour en Angleterre, elle fit inoculer ses enfants et le succès de cette opération convainquit les élites de la société. Certains médecins européens, plus hardis que les autres, apprirent la technique et tentèrent de passer outre les diverses réticences. Celles-ci étaient de plusieurs natures. Réticence d'ordre religieux. La maladie et la guérison étaient considérées comme de l'ordre du divin. Réticence d'ordre culturel. Le sang aristocratique, voire royal, ne devait pas être mélangé à celui du peuple. Réticence d'ordre moral. Ne risquait-on pas de donner le mal en procédant ainsi? Réticence liée aux querelles aussi entre les diverses écoles médicales. Le médecin genevois Théodore Tronchin, qui avait inoculé son propre fils, introduisit la variolisation en France. On lui doit d'ailleurs l'article inoculation dans l'encyclopédie de Diderot d'Alembert. En 1756, il inocula avec succès les enfants du duc d'Orléans. Donc, en 1774, la technique était bien connue et elle fut proposée à Louis XVI. Le jeune roi dut donc seul choisir d'accepter ou de refuser cet acte. Ce fut un choix très difficile. Signalons néanmoins que Marie-Antoinette, son épouse depuis 4 ans, avait elle-même été inoculée en 1768 par le médecin britannique Ian Ingenhouse, selon la volonté de sa mère, l'impératrice Marie-Thérèse, qui en 1767 avait perdu plusieurs de ses enfants de cette maladie. La jeune femme influença-t-elle favorablement son royal époux? Nul ne le sait, mais toujours est-il que Louis XVI accepta, entraînant les autres membres de la famille présents.